Il nous reste à traiter la mission 4 du cas Webcase tombé en 2018. Alors cette mission était orientée SI7 et donc portée sur seuil de rentabilité, point mort, comparatif, donc on est vraiment dans l'esprit du SI7. Cependant, tous les éléments sont donnés dans le sujet, c'est-à-dire qu'avec une lecture attentive et puis un minimum de connaissances, on arrivait quand même à bien s'en sortir. Même les formules étaient données au niveau du sujet. Alors voyons un petit peu plus en détail ce sujet. Donc pour déterminer la rentabilité du projet Webcase dès sa première année de lancement, le responsable de NASDI souhaiterait calculer le seuil de rentabilité de celui-ci. Le seuil de rentabilité est un montant déterminé à partir du chiffre d'affaires des charges fixes et des charges variables supportées par l'entreprise. L'entreprise NASDI prévoit pour la première année un chiffre d'affaires de 300 000 € et a calculé le coût du projet pour la première année. Donc, en première question, qui est décomposée en deux parties, mais on va traiter nous tout l'ensemble d'un coup. On vous demande d'identifier les charges fixes et les charges variables dans le coût du projet présenté dans le dossier documentaire qu'on va aller voir, et puis calculer le montant total des charges fixes et le montant total des charges variables. Alors, allons voir à quoi ressemblent toutes les informations qu'on vous donne. Donc là, vous avez compris qu'on vous demande de calculer, de faire la somme des charges fixes et des charges variables. Alors dès qu'on a ce genre de questions, et vous voyez, on vous donne des informations, enfin on vous parle de coût salarial, coût d'équipement, etc. Ça donne envie, essayez de présenter le maximum de choses sous forme de tableau. Ça va vous permettre, bon d'abord c'est beaucoup plus facile à corriger, c'est plus clair à lire, plus propre à présenter, donc du coup, alors évidemment en fait les tableaux à la règle, hein, moi évidemment ça va pas être difficile ici puisque je vais le faire sur l'ordinateur, mais la présentation sous forme de tableau va vous permettre donc d'avoir quelque chose de nettement plus clair. Donc là, ce qu'on veut nous c'est calculer, hein, on nous dit bien qu'on va déterminer les charges fixes et les charges variables. Donc on va faire deux colonnes pour les séparer. Et puis dedans, on va mettre les montants au fur et à mesure. Dans la première colonne, je vais mettre les différents noms, les différents postes qui vont permettre d'avoir les charges fixes et les charges variables. Donc le coût d'un projet, les coûts du projet sont liés à la mise en place de l'équipe dédiée au matériel et aux charges d'exploitation. Les charges d'exploitation fournies ci-dessous sont celles prévues lors de la première année, donc là on travaille que sur une année. Elles sont en fonction de l'activité prévue. Donc d'abord il y a le coût salarial de l'équipe, charges patronales comprises. Alors on vous dit qu'il y a un chef de projet, deux développeurs, un commercial et qu'il y a un total de 172 000. Alors déjà on peut se poser la question, est-ce que c'est une charge fixe ou une charge variable? Bon, déjà je peux mettre un premier poste, c'est le coût salarial. Donc salarial. Et si on lit toute l'annexe, si vous avez un doute sur le fait que ce soit une charge fixe ou une charge variable, vous avez une remarque qui peut vous aider ici. Remarque sur le salaire du commercial, donc le dernier. Son salaire fixe figure dans la rubrique charge salariale. La partie variable de son salaire est comprise dans la rubrique autres charges variables. Donc dans la rubrique autres charges variables, il y aura la partie variable du salaire du commercial. Parce qu'on se doute que le commercial, il a en fait un salaire fixe plus un intéressement, certainement un pourcentage qui peut varier. Donc là, si vous avez bien compris le principe, on comprend donc que le coût salarial, c'est une charge fixe. Du coup, le montant du coût salarial, on va le mettre ici, donc 172 000. Voilà, en ce qui concerne cette première partie. Ensuite, on nous parle du coût des équipements informatiques. Donc, coût équipement informatique. Alors, là, on a 24 000 €. Et là, de toute évidence, on est bien dans des charges fixes, hein, puisque on a un montant précis qui ne peut pas varier au niveau du temps. Alors, ce qui est important, c'est que même si on vous dit que c'est 24 000, donc 24, derrière, on vous dit les équipements seront amortis sur 3 ans.
Alors, normalement, ce sont des notions, toutes les notions qu'on est en train de voir sont des notions que vous avez vues hein, dans le cours de SI7. Donc, on a affaire à un amortissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être étalé sur 3 ans, hein, ce montant. Ça veut dire que sur la première année, je vais prendre que 1/3 du montant. 1/3 de 24 000, ça fait 8 000. Donc, il n'y a que les 8 000 qu'on va garder au niveau du calcul. On se doute que c'est un amortissement linéaire, hein, sinon ça aurait été précisé. Donc là, on est quand même dans des calculs qui restent extrêmement simples. Et enfin, on a un tableau de charges d'exploitation, loyer, électricité, etc. Donc on nous parle de charges fixes d'exploitation. Alors, on va rajouter donc encore une ligne. Donc cette fois-ci, on a les charges fixes d'exploitation. Voilà. Alors, qui s'élève à 44 000. Alors, le titre dit bien que c'est une charge fixe. Hein, vous n'avez pas de doute sur dans quelle colonne le mettre. Puis, on vous parle des charges variables d'exploitation. Donc là aussi, il n'y a pas de doute sur la colonne dans laquelle mettre la valeur, puisqu'on vous parle donc de charges variables d'exploitation. Donc là, le montant 5000, je vais le mettre ici. Et enfin, on vous parle d'autres charges variables. Donc, autres charges variables. Donc là aussi, c'est forcément dans la colonne charges variables qui vont être de 55 000. Voilà, une fois que ceci est fait, il n'y a plus qu'à faire une colonne totale. Où vous allez, puisque là, en gros, on a répondu en même temps à la première et à la deuxième question, puisque d'un côté, on a mis les montants dans les charges fixes ou dans la colonne charges variables, donc on détermine que coût salarial, c'est bien une charge fixe, etc. Et puis en même temps, on fait le calcul. Donc là, il suffisait de faire 172 000 plus 8 000 plus 44 000 qui donne 224 000. Alors, ça reste des montants, n'oubliez pas que vous n'avez pas de calculatrice, ça reste des montants faciles à calculer quand même. Hein. Et là, 5000 plus 55 000, on obtient 60 000. Voilà, donc là, on a répondu aux 2 premières questions. Alors, on va pouvoir revenir sur le sujet. Alors, voilà. D'après les estimations effectuées, le montant de seuil de rentabilité du projet WebCase s'élève à 280 000. Alors, on sent qu'ils ont un petit peu arrondi, hein, puisque vous voyez que là, si on fait 224 000 plus 60 000, on obtient 284 000. Effectivement, ça représente normalement l'ensemble des charges qui vont être calculées. Ce montant correspond au chiffre d'affaires à atteindre afin de couvrir toutes les charges liées au projet, hein, donc les charges qu'on avait plus ou moins calculées. Il est pertinent pour l'entreprise de savoir à quelle date de l'année appelée point mort ce montant est atteint par rapport au chiffre d'affaires annuel prévu. Alors avant même de faire un calcul, vous voyez que le chiffre d'affaires annuel prévu ici est de 300 000 et on vous dit que vous avez 280 000 de charges. Donc il faut qu'on trouve à partir de quel moment dans l'année, hein, sur l'ensemble des jours de l'année, à quel moment on commence le projet commence à être rentable en quelque sorte, hein, à quel moment on a remboursé les différentes charges. Donc déjà rien qu'en voyant ça, on se doute que ça va être tard dans l'année, hein, puisque 280 000 c'est presque 300 000. Donc là on nous demande de déterminer le point mort du projet en nombre de jours, sachant qu'une année comptable est équivalente à 365 jours et commenter le résultat obtenu. Alors, théoriquement, vous devez savoir faire, mais ceci dit, on vous donne la formule dans l'annexe. Hein. Si je retourne dans l'annexe, regardez, la formule de calcul du point mort en nombre de jours, c'est le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires divisé par le nombre de jours de l'année. Donc on va reprendre cette formule, je vais faire un copier-coller de cette ligne, et après, donc, il suffit de calculer, de remplacer tout simplement les valeurs. Donc là, on est d'accord que ça, c'est le point mort. C'est le calcul du point mort. Du coup, le point mort, je vais remplacer par les valeurs qu'on nous donne. Alors, le seuil de rentabilité dans le sujet, on vous a dit que c'était de 280 000,
qui est donc une version arrondie des calculs que vous avez fait. Alors, pourquoi il donne cette valeur? Parce qu'il part du principe, bon d'abord ça va être plus facile pour les calculs, mais du coup vous pouvez traiter la question 4.2 sans avoir forcément réussi la question 4.1. C'est ça qui est intéressant, les questions ne dépendent pas les unes des autres. Ensuite, c'est divisé par, et entre parenthèses, donc d'abord le chiffre d'affaires qu'on vous donne aussi dans le sujet, c'était 300 000, et divisé par le nombre de jours dans l'année, et on vous dit qu'on se base sur 360 jours, en comptabilité, une année est égale à 360 jours. Et tout ça, ça donne quoi? Ça donne un résultat de 336. Alors, vous allez me dire, oh là, mais comment on fait ce genre de calcul? En réalité, évidemment, vous voyez que ce sont des valeurs assez faciles à gérer. C'est-à-dire que là, le divisé par 360, il faut le mettre de l'autre côté. Je vous montre rapidement comment ça marche. On fait 280 000 fois 360, divisé donc par 300 000. Ensuite, vous simplifiez avec les zéros, donc vous voyez que là vous avez 4 zéros plus un 5 zéros, et là vous avez 5 zéros. Donc ça veut dire qu'il suffit d'éliminer tous les zéros, 5 zéros en haut, 5 zéros en bas, donc tout de suite ça vous donne quelque chose de plus sympathique. Et puis 36 divisé par 3, ça fait 12. Donc le 36 divisé par 3, vous allez le remplacer par 12. Il ne vous reste plus qu'à faire 28 fois 12. Théoriquement, en posant la multiplication sur une feuille, vous devriez y arriver. Donc à chaque fois qu'on vous donne des calculs à faire dans un sujet, ça reste très, très faisable sans machine à calculer. Voilà, on revient au sujet. Donc là, on en a fini pour la partie 1. Il reste la partie 2 qui était un comparatif. Donc on vous dit, pour obtenir la certification NF525, l'application WebCase de la société Nasdaq devra satisfaire aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage de données telles que mentionnées dans la loi de finances pour 2016. Le chef de projet vous a adressé un courriel contenant ses attentes en termes de protection des données et les spécifications des 3 hébergeurs. Il vous confie l'étude des solutions d'hébergement. Donc rédigez une courte note à destination du chef de projet en justifiant le choix de l'hébergeur parmi les 3 propositions. Donc on va aller voir tout de suite le dernier document qui détaille. Alors il détaille voilà, le courriel du responsable qui a des demandes précises. Et puis on vous donne 3 propositions d'hébergeurs. Et il va falloir faire des comparatifs. Alors, quand vous partez sur des comparatifs, partez aussi sur un tableau. Même si c'est une note à rédiger, je pense que c'est quand même plus clair de faire un tableau. Alors, vous pouvez commencer par c'est une note, donc je vous propose une comparaison. Et alors, peut-être monsieur d'abord, pour faire bien. Voilà, je vous propose une comparaison entre les 3 hébergeurs. Et puis là, eh bien, vous savez que vous avez 3 hébergeurs et un certain nombre de critères. Donc on va partir encore sur un tableau. Alors cette fois-ci, il nous faut 4 colonnes. Voilà. Donc on va mettre les hébergeurs ici. Donc hébergeur A, hébergeur B et hébergeur C. Et là maintenant, voyons d'abord la note du responsable. Afin de permettre à l'application WebCase d'obtenir la certification, nous devons être vigilants à propos de la sécurité des données. Nous avons besoin d'assurer à nos clients une sauvegarde quotidienne des données. Donc la sauvegarde quotidienne. Alors je vous conseille toujours d'utiliser des flux au fur et à mesure que vous travaillez sur votre dossier. Ça vous permet de repérer clairement les différents points. Donc la sauvegarde quotidienne, la haute disponibilité, réplication de l'application pour éviter un déni de service. Donc il y a la sauvegarde, la haute disponibilité, une sécurisation des échanges et des données par cryptage. Donc il y a aussi l'aspect sécurisation. Donc voici en pièce jointe les spécifications des 3 hébergeurs qui entrent dans notre budget et extraites de leur site internet.
Merci de me transmettre, pardon, ton analyse au plus tôt. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit comparer les hébergeurs sur ces 3 critères. Donc là, je vais mettre en ligne les 3 critères. Donc, sauvegarde quotidienne. On a besoin d'une sauvegarde quotidienne. Ensuite, on a besoin un deuxième critère, c'est la haute disponibilité. Et puis, le 3e critère, c'est la sécurisation. Par cryptage d'ailleurs. Ok, et là maintenant on nous dit donc, remarque, dans les pièces jointes ci-dessous, le nom de chacun des hébergeurs a été démarqué, remplacé par ABC, on s'en moque un peu. Donc nous on a repris hébergeur A, hébergeur B, hébergeur C. Donc à partir de là, eh bien, on va lire les informations qui sont données dans les critères qui sont donnés, et voir, remplir le tableau pour voir si ça correspond bien aux attentes: sauvegarde quotidienne, haute disponibilité et sécurisation. Alors, évidemment, il va y avoir une partie de blabla qui sert à rien, à nous de repérer, et même on va mettre du fluo sur les parties qui nous intéressent. Donc tous les serveurs sont localisés à Roubaix, dans le nord de la France. Le site client bénéficie donc d'une adresse IP française dédiée dans la bande passante garantie. Le support technique est disponible 24 heures sur 24 via 4 moyens de communication: courriel, ticket, aide en ligne ou Skype. Donc tout ça, c'est bien, mais ça ne nous sert pas à grand chose. La disponibilité de service est garantie à 99,9%. Voilà, donc là, on a bien la partie disponibilité qui apparaît ici. Donc pour l'hébergeur A, on a une disponibilité à 99,9%. En cas d'indisponibilité supérieure à 43 minutes sur un mois, une assurance indemnisera le client à la hauteur des préjudices subis, et un délai d'intervention maximum de 4 heures garanti. Donc on est toujours dans le domaine de la haute disponibilité, et c'est intéressant de préciser que s'il y a indisponibilité supérieure à 43 minutes par mois, alors on a indemnisation. Donc ça, c'est intéressant de le préciser dans le tableau. Et puis il y a un délai d'intervention de 4 heures. Intervention 4 heures. 4 heures maximum. Voilà. Donc là, on a mis toutes les informations pour l'hébergeur A concernant la haute disponibilité. Donc là, on avait le 99, l'indemnisation qui était intéressante, et puis le 4 heures garantie. Les données du client bénéficient de 2 sauvegardes, une sauvegarde en temps réel et une sauvegarde effectuée le lundi soir. Donc il y a sauvegarde en temps réel qui est intéressant, puisque là maintenant on est dans le critère sauvegarde quotidien, et sauvegarde les lundis soirs. Donc on a bien au moins une sauvegarde quotidienne. Donc là on va pouvoir mettre pour l'hébergeur A au niveau sauvegarde, on a en temps réel plus lundi soir. Donc on a bien le critère sauvegarde quotidien qui est respecté. Différents tutoriels sont disponibles afin de faciliter la prise en main de l'outil d'administration qui permet de gérer l'hébergement web. Donc ça, on s'en moque. L'acquisition d'un certificat SSL est possible afin de garantir des échanges sécurisés. Et ça permet de répondre au 3e critère. Donc là, on a un certificat SSL possible, donc qui va se rajouter par rapport au coût de départ. SSL possible. Voilà pour l'hébergeur A. Ensuite, l'hébergeur B. Le client bénéficie d'un serveur dédié physique dont les ressources CPU et mémoire lui sont propres. Il a un contrôle total sur son serveur qui lui permet d'installer les logiciels de son choix. Donc on s'en moque. La haute disponibilité est garantie à hauteur de 99,9%. On a le même pourcentage que pour le premier. Donc 99,9%. Dans un data center tiers ultra sécurisé et un réseau redondant.
Bon, ça ne nous apporte pas des informations plus précises que comme on avait au niveau de l'hébergeur 1. 283 extensions de noms de domaine sont proposées. Le nom de domaine est inclus dans l'offre. Donc ça, on s'en moque. Un outil d'administration conviviale est disponible pour gérer l'hébergement Internet. On s'en moque. La sauvegarde des données est réalisée quotidiennement. La restauration est possible d'un seul clic. Donc là, par contre, on a bien une sauvegarde quotidienne et ça nous intéresse, donc on va le mettre. Alors c'est pas, on n'a pas de sauvegarde en temps réel comme dans l'hébergeur A, mais on a au moins la sauvegarde quotidienne qu'on attendait. Donc ça c'est très bien. Il nous reste, par contre vous voyez qu'on n'a pas de sécurisation proposée pour l'hébergeur B. Il nous reste l'hébergeur C. L'hébergement propose un espace de disque et une bande passante illimitée. On s'en moque. Les supports de l'hébergement sont alimentés à 100% par des sources d'énergie certifiées vertes et renouvelables. Bon, je vais dire on s'en moque par rapport aux critères qu'on attend, hein, mais évidemment c'est intéressant. Hein. De nombreux scripts sont mis à disposition pour faciliter l'administration de l'hébergement. Des outils de gestion de contenu CMS tels que WordPress, Joomla, Drupal et bien d'autres sont disponibles sur la plateforme, on s'en moque totalement. La disponibilité est garantie à 99%. Alors ça, évidemment, ça fait partie des critères qu'on attendait. Donc on a bien 99,9% aussi. Des systèmes RAID créent des doubles de chaque serveur pour assurer la disponibilité. Par ailleurs, le client a accès à une sauvegarde manuelle gratuite. Donc là, ce n'est pas une sauvegarde quotidienne automatique, mais c'est une sauvegarde manuelle. Donc il va falloir gérer soi-même la sauvegarde quotidienne. Voilà, on a terminé au niveau du tableau. Donc vous voyez là tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Hein. On voit que nos trois critères ne sont respectés que par l'hébergeur A, hein, puisque hébergeur B et C ne parlent pas de sécurisation. Hein, là, on a bien un certificat SSL qui va nous permettre d'utiliser le cryptage. Du coup, on peut conclure hein, dans notre petit rapport. Donc, seul l'hébergeur A répond à vos attentes, car il propose, car c'est le seul, parce que les autres, plus ou moins, ils répondent aux deux premiers critères, on va dire, hein, c'est le seul qui propose une sécurisation des échanges. Voilà. Alors on pourrait conclure aussi en disant qu'il apporte aussi plus de garanties sur la haute disponibilité, etc. Mais en tout cas là, vous avez répondu à la question. C'est-à-dire que vous avez bien fait un comparatif et vous avez fait ressortir en justifiant quel est l'hébergeur que vous avez choisi. Voilà, c'est terminé pour ce dossier qui était... bon, j'ai oublié de surligner la suite, désolé. Mais vous voyez que ce principe hein, d'utiliser un surligneur est quand même intéressant parce que ça vous permet de bien repérer hein, les points que vous recherchez. J'espère que je vous ai convaincu aussi sur les présentations sous forme de tableau qui rendent les choses beaucoup plus claires et plus faciles pour vous déjà pour regrouper les informations. Vous avez moins à rédiger. Il vaut mieux rédiger le moins possible, parce que quand on rédige, on a tendance à oublier des choses, on fait des fautes d'orthographe, enfin bon, c'est jamais aussi nickel que quand on présente sous forme de tableau. Et puis à la correction, les jurys apprécient, c'est beaucoup plus facile à corriger, on voit que vous êtes allé à l'essentiel. Donc cette mission était vraiment pas difficile puisqu'on vous donne toutes les informations et tous les éléments dans le sujet. Normalement, c'était sur 15 points, donc réalisable à peu près en 30 minutes. Et je pense que c'était tout à fait jouable de faire en 30 minutes. C'est le genre de dossier qu'il faut faire sur la fin parce que ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Même si vous êtes fatigué, normalement, même les calculs ne sont pas très très méchants, donc vous devriez y arriver. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet. Je vous souhaite à tous bon courage pour les révisions et pour passer l'examen.